Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. J'ai adopté Michel le 28 avril 2017. Et pour fêter ses 4 ans, je lui ai fait faire un tour au contrôle technique. Alors oui, comme vous, c'est un truc qui ne me fait pas plaisir. Ça se passe toujours comme ça. On dépose les clés, on attend, on stresse, on revient et on nous annonce le verdict. Voilà. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas. Je sais. Hein, t'es pas rassuré. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Comme vous, j'y connais pas grand chose en mécanique, mais j'aimerais comprendre. Comprendre comment un contrôle technique se passe. Par exemple. Cette vidéo est en partenariat avec Autosur. C'est eux qui gentiment m'ont ouvert les portes d'un de leurs centres. On va découvrir ensemble comment se passe le contrôle technique d'un véhicule de loisir. Un van, un fourgon aménagé ou un camping-car. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous devriez être incollable sur le contrôle technique. Et probablement rassuré. Moi perso, depuis que j'ai compris comment les choses se passaient, ça me stresse moins. Allez, direction Autosur Van avec Victor qui va tout nous expliquer. C'est ton premier YouTube? Exactement. Stressé? Un peu. Dès que je réceptionne ton van, je te demande la carte grise avec la clé. Hop, merci. Je saisis la carte grise en demandant du coup un numéro à l'OTC. Donc l'OTC, c'est l'organisme technique central donc, qui regroupe toutes les informations des véhicules, que ce soit moto, camion, tout ça. Nous, on a accès au dernier contrôle technique juste à la date et au kilométrage. On a droit qu'à ça, on n'a pas les défauts s'il est passé dans un autre centre ou pas. Et moi en l'occurrence? J'ai rien parce qu'il n'est pas passé dans un contrôle vu qu'il a 4 ans. Donc là, tu vois, j'ai saisi la carte grise et j'ai eu le retour du SIV. C'est le service des immatriculations des véhicules français. On a ta date de mise en circulation. Le type mine, ça va me servir à avoir des informations, par exemple, sur le moteur, si c'est un turbo ou s'il est atmosphérique, la montre des pneumatiques, ton numéro de série du véhicule et le type de carrosserie. Donc la carrosserie, c'est un fourgon caravane du coup. Que vous ayez un van, un fourgon, un camping-car, si votre véhicule est homologué, ce sera marqué sur la carte grise VASP Caravane. Ce qui est considéré caravane, c'est quand il y a un coin couchette, une table, coin rangement et coin cuisine. Inamovible, c'est très important. Inamovible. S'il manque un élément, il n'est pas considéré camping-car. Par contre, s'il y a tous les éléments et s'il n'est pas marqué caravane sur la carte grise, là il sera en contre-visite pour défaut de carte grise. Être homologué, c'est quand même intéressant. Parce que si vous êtes encore en utilitaire, vous allez être obligé de passer la pollution tous les ans. Un VASP Caravane, c'est tous les 2 ans. Alors, si votre aménagement est démontable, j'ai envie de te dire, démonte-le avant le contrôle technique. Voilà. Il y a 8 fonctions à contrôler sur le véhicule. 9 suivant s'il y a un véhicule spécifique, donc taxi, véhicule école, ambulance. Donc là, on va commencer du coup par l'identification, fonction 0. Ensuite, il y aura le freinage, la direction, visibilité, ensuite l'éclairage, liaison au sol, structure carrosserie, les équipements, donc ça va être les ceintures, airbags, tout ce qui est un peu à l'intérieur du véhicule. Et la nuisance, c'est pollution et le bruit du véhicule. Tout ça va être checké en même temps. Ce ne sera pas point par point. Ce sera au toucher visuellement, on voit plusieurs choses en même temps. Donc la plaquette de frein, par exemple, je vais voir la plaquette, le disque de frein, mais je peux aussi voir l'état de la rotule qui est à côté en même temps. Il y a 133 points de contrôle. Ça va de l'ampoule d'un phare jusqu'au frein. Bon, on va pas tout vous énumérer dans cette vidéo. On va pas vous dire non plus chaque point, celui qui passe pas, celui qui pourrait éventuellement passer. Sinon, cette vidéo elle va être très longue et probablement très ennuyeuse. Dans le descriptif, il y a des liens qui vous permettront d'approfondir le sujet si vraiment ça vous intéresse. On ne va pas non plus vous expliquer comment fonctionne le véhicule. Non. Pour ça, il y a des vidéos précédentes. Vous les trouverez elles aussi dans le descriptif de cette vidéo, où le lien vient d'apparaître juste ici. Ou pas. Dernière chose, même si tous les points sont rigoureusement les mêmes dans tous les centres, l'ordre des tests peuvent changer. On vous montre là, ce sera peut-être pas la même chose chez quelqu'un d'autre. Voilà. Sur le véhicule, il y a un contrôleur par véhicule, obligatoire. C'est nous qui sommes responsables du véhicule qu'on l'on fait. On n'a pas le droit d'être 2 pour faire un véhicule, pour déjà le numéro d'agrément qui m'appartient. Si j'oublie un défaut, c'est moi qui est responsable du véhicule. Ce numéro d'agrément, il est délivré par la préfecture. Une fois qu'on a fini notre formation, on demande un numéro d'agrément qui nous permet de travailler en contrôle technique. Ce qu'il faut savoir à propos des centres de contrôle technique, c'est que ce sont des organismes privés à qui on a confié une mission de service public. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Autosur et les autres marques exécutent des contrôles sur votre véhicule avec des règles et des mesures strictes prévues par le ministère des Transports. Ils ne font pas ça au hasard. Non. Un centre technique a pour obligation d'être indépendant. Par exemple, si tu possèdes un centre agréé, tu ne peux pas en même temps vendre et réparer des voitures. Ah ben non, tu peux pas. Parce que ce serait un conflit d'intérêts. Tu fais à la fois centre technique et puis en même temps tu répares et tu vends, donc tu pourrais éventuellement, tu vois, par 2-3 petites combines, voilà, tu peux pas. Les centres ainsi que les contrôleurs ont des numéros d'agrément préfectoral, préfectoraux, voilà. Enfin, ils ont des numéros d'agrément, quoi. Et ils sont régulièrement contrôlés.
Ils peuvent reprendre un véhicule qu'on a fait dans la matinée par exemple, ils peuvent nous le recontrôler avec nous pour voir s'il y a une concordance entre les deux. S'ils font pas bien leur travail, on peut aller jusqu'à leur retirer définitivement leur agrément. Et ils ne pourront plus exercer. Plus de travail, plus d'activité. Il faudra chercher autre chose. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Première étape, ça consiste à faire l'identification du véhicule. C'est la chose obligatoire en premier à faire. L'immatriculation du véhicule et le numéro de série. Si ça colle pas, ce sera une contre-visite, suivant le nombre de caractères qui sont différents par rapport au numéro qu'il y a sur la carte grise. Plus de 2 caractères, c'est en contre-visite. Ça arrive que la préfecture, 63, ils vont inverser, ils vont mettre 36. Ça, c'est une erreur de frappe qu'ils font assez régulièrement. Donc là, c'est identification inhabituelle et c'est pas en contre-visite. Ce sera juste noté sur le rapport de contrôle à la fin. Tant que je suis dans le véhicule, je vais commencer par le kilométrage, donc 63 930. Donc on peut voir que j'ai aucun kilométrage retourné par le SIV parce que ton véhicule a 4 ans et qu'il n'est pas passé au contrôle technique encore. Donc là devant, on commence par la plaque d'immatriculation. Donc en même temps, on vérifie sa fixation. Tout va bien. On va aller saisir le numéro de série, donc sur la plaque constructeur qui se trouve devant. Chaque fois que je saisis, si je fais une faute de frappe, on va le retrouver en rouge. Ça montrera qu'il y a un écart par rapport à la carte grise. Donc la deuxième chose après la plaque constructeur, c'est d'aller saisir le numéro de frappe à froid, gravé sur le châssis. Sur la carte grise, c'est un moteur diesel, donc on vérifie quand même qu'il y a un bon moteur diesel dedans. Donc effectivement, c'est le cas. Ça veut dire que si j'ai changé le moteur, je vais le voir. Là, ce serait une non-concordance d'énergie qui serait un refus au contrôle technique. Bon, là, je vais commencer par checker la carrosserie. Du coup, là, on vérifie vraiment, par exemple, des parties saillantes, vérifier s'il n'y a pas des chocs, de la corrosion. Les fenêtres, pareil, on vérifie la fixation des feux, voir l'état, pas de fissures ou de trous dedans, ou s'il n'y a pas d'humidité dedans. Vérifier, important, si elle est bien fixée, s'il y a du jeu dedans. Les vitres, pareil. Hop, la fermeture. Le feu gauche. Vérifier si ça ne s'ouvre pas quand tu roules. La porte, la trappe à essence. Vérifier si le bouchon est bien là, s'il est bien fixé. Tac, tac. Hop. Et on vérifiera tout à l'heure l'éclairage, si tout fonctionne. Michel, il s'est jamais fait autant palper, chatouiller, secouer. L'ouverture des portes sur les portes avant se fait par l'intérieur et l'extérieur. Les portes arrière ne se font que par l'extérieur. Je vais contrôler ceinture et siège, l'état de la ceinture et la fixation. Si elle se clique bien, on la déroule en entier pour voir s'il n'y a pas des coupures dedans. Si elle bloque bien. Le réglage en hauteur, donc important. La fixation du siège, donc s'il est bien fixé et en bon état. Le siège se retourne, tu checkes ça aussi? Non, je check que la fixation sur le siège passager. Par contre, le siège avant, je vais contrôler la glissière, la hauteur du siège et le dossier. Ça, c'est bon. En même temps, l'ouverture de la porte par l'intérieur. Donc tout va bien. On regarde aussi le pare-brise, la fixation et s'il n'y a pas d'éclat dedans ou de fissure, si les essuie-glaces sont en bon état. L'ouverture de cette porte-là, si elle est bien fixée. Très important aussi qu'il ne manque pas les capuchons pour éviter les blessures. Tu as 2 places assises à l'arrière. Elles sont un peu lentes à se dérouler, mais on a le droit de les accompagner. C'est fixé et c'est en bon état. Donc pas de souci là-dessus. Est-ce que tu vérifies d'autres choses dans mon véhicule? À l'intérieur, ici, non, je ne vérifie rien. Donc tu vas pas vérifier ma cuisine, par exemple, mon système de gaz et tout ça? Non, j'ai pas à vérifier la fixation, par exemple, de ta cuisine ou de ta table, vu qu'elle a déjà été homologuée par les services de l'État. On vérifie en même temps la fermeture de la porte. Donc là, je vais checker le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est trop haut ou trop bas, je ne ferai pas la pollution pour éviter justement une casse moteur. Là, il est bon. On contrôle les freins, mettre cylindre, s'il y a du liquide dans le bocal. Là, le niveau est bon. Il est récent, donc il est bien. Fixation, le support moteur, le niveau de liquide de refroidissement, donc là, il est bien. On peut checker la carrosserie, donc tout ce qui est longeron par le dessus, voir s'il y a eu un choc sur le véhicule ou pas. Voir d'éventuelles fuites de gasoil sur le haut du moteur au niveau des injecteurs. La fixation de la boîte, tout est parfait. Hop. Donc là, je vais pouvoir lever le véhicule. Je vais commencer mon contrôle visuel du soubassement du véhicule, l'état du pneumatique, la date, on vérifie aussi l'homologation et la dimension ainsi que la marque qui doit être identique à l'autre pneu, donc de l'autre côté, donc sur le même essieu. Ah, les pneus. Les pneus, les pneus, les pneus. Vaste débat dans le petit monde des camping-caristes et des fourgons aménagés. Alors attention, accrochez-vous bien. Au contrôle technique, on vérifie l'état du pneu, mais ça, on vient de le voir. Mais aussi l'indice de charge. Et en fonction du poids du véhicule, ça passe ou ça passe pas.
Alors oui, je sais, pour les puristes, ça mériterait des explications beaucoup plus détaillées, beaucoup plus poussées. Mais on n'a pas le temps. Et je ne veux pas perdre ceux qui veulent comprendre. Ce qu'il faut retenir, pour le contrôleur, peu importe que vous soyez plus lourd que le PTAC inscrit sur la carte grise. Je le répète, c'est l'indice de charge de vos pneus qui compte. Il s'en fout en fait que votre pneu il soit renforcé ou pas, qu'il soit C ou CP. Il s'en fout. Bon, je rappelle que ce n'est pas le contrôleur qui dicte les règles. Lui, il est juste là pour effectuer des contrôles techniques. Bon, en même temps, s'il y avait contre-visite au-delà de 3,5 tonnes, il y aurait 90% des camping-cars qui seraient out. Contrôle du jeu dans les rotules. S'il y a du bruit dans le roulement, on vérifie aussi s'il y a par exemple une pointe, un clou intérieur et extérieur également. Comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, on vérifie plusieurs points, plusieurs fonctions en même temps. Donc là, j'ai le pneumatique, mais j'ai aussi le flexible de frein qui se retrouve ici. On regarde s'il n'a pas d'hernie ou s'il n'a pas de fissure. Les capteurs. Et on peut s'apercevoir que de ce côté-là, il y a une fuite sur l'amortisseur. Non. Si. Donc là, ton véhicule, il va être refusé au contrôle technique. Défaut d'étanchéité d'amortisseur. Donc ça, c'est une contre-visite. On vérifie aussi le ressort d'amortisseur peut être fissuré ou cassé. Là, il est en bon état. Donc on fait ça sur chaque roue. Et après, je ferai la pression des pneus, mais je dois aussi vérifier la fixation de la jante. S'il y a un enjoliveur qui cache les écrous, j'ai pas à vérifier la fixation. On n'a pas le droit de démonter un enjoliveur. Là, on peut s'apercevoir également que l'autre amortisseur fuit, même un peu plus que l'autre d'ailleurs. On vérifie aussi les pare-bouts, donc s'ils sont bien fixés, et l'état, et les plaquettes de frein, qu'on vérifie à travers la jante, et les disques de frein en même temps. Et ouais, comme tu peux pas démonter, alors comment ça se passe? Là, c'est que visuel. Tout ce que je ne peux pas voir, je ne contrôle pas. Mais là, elles sont visuellement en très bon état. Elles sont comme neuves. Sur un pneumatique, il y a un sens de rotation. S'il était dans l'autre sens, ça donnait lieu à un point qui est en contre-visite. C'est bon. Hop. On va dans la saisie des défauts. Donc là, les amortisseurs, c'est dans la liaison au sol. Amortisseur, là, en l'occurrence, c'est une fuite. Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave. Avant gauche et avant droit. Donc là, on arrive sous le véhicule. Pareil, je check si l'amortisseur, par exemple, il est bien fixé. L'état de la jante, si elle n'a pas de choc. L'état du pneumatique à l'intérieur également. Donc la rotule, les soufflets. Là, le cardan et l'état du soufflet. Là, il est en bon état. Et de ce côté-là, tout va bien. Niveau carrosserie, donc tant qu'à faire, on regarde un peu partout. Donc s'il n'y a pas de choc à l'avant. Le moteur, s'il n'y a pas de fuite de gasoil ou d'huile, là, tout est sec. Donc là, il y a une petite fuite, il y a une fuite sur la clim. Bon, ça, c'est pas contrôlé pour nous, quoi. Donc pareil que l'autre côté, on contrôle la fixation de la transmission, soufflet, l'état de la jante et le pneumatique à l'intérieur. N'importe qui n'est pas contrôleur technique, quoi. Non, il faut faire une formation. Maintenant, on demande un bac pro. Généralement, la plupart du temps, c'est d'anciens mécaniciens automobiles ou poids lourds qui se reconvertissent en contrôleur technique. Là, ton pot il est cassé. Ici, il y a toute une fissure qui est défectueuse ici. Ça donne lieu à une contre-visite également. Ces gaz d'échappement, au lieu de sortir à la sortie prévue par le constructeur, vont sortir avant. Moi, j'aurai pas les bons gaz d'échappement qui vont apparaître sur mon appareil de pollution. Et aussi le bruit. Là, il ne fera pas beaucoup de bruit, c'est une légère fissure. On n'aura pas de pollution à faire sur ton véhicule. Vu qu'il y a une fuite d'échappement, ce sera un point de contrôle en moins à faire. On a trouvé deux défauts, enfin un défaut dessus, mais qui va en générer deux. Donc ton pot d'échappement qui est fissuré donc avec une fuite, tuyau d'échappement silencieux, donc là c'est le silencieux. Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système. Mais celui-là génère aussi du coup la pollution qu'on ne peut pas faire vu qu'il y a une fuite d'échappement. C'est dans opacité. On contrôle impossible des émissions à l'échappement. Donc il n'y aura pas de pollution sur ton véhicule, mais qu'on refera une fois que la réparation sera faite. On vérifie l'état, s'il y a de la corrosion. En même temps, on vérifie le châssis et les canalisations de frein qui sont là aussi également. Donc ils sont partout, qui vont de l'avant à l'arrière. Est-ce que tu checkes mon réservoir d'eau grise? La fixation, s'il est bien fixé, s'il ne risque pas de tomber. Et voir également s'il n'a pas une fuite et que tes eaux usées partent dans l'environnement, c'est pas bon du tout, quoi. Ça peut être un motif de refus. Il y a une traverse derrière le pare-choc, donc ça fait partie du châssis, c'est ce qui amortit les chocs. Donc on vérifie généralement tout ce qui est ici. Donc la traverse, ça commence là, qui va sur un longeron. Quand ça prend un choc, tout ici se déforme, tout derrière. Si elle est trop déformée, elle sera en contre-visite. Il faudra aller voir le carrossier. Pareil, ici, tant qu'on est à l'arrière, on vérifie les amortisseurs. On va monter un amortisseur pneumatique. Donc on doit contrôler le coussin. Et la fixation également aussi. Donc là on voit ils sont bien gonflés, il n'y a pas de fuite. Pareil de ce côté-là. Disque plaquette, tout est bien. J'aurais plus que la pression des pneus à faire.
Combien de temps ça te prend de faire un contrôle technique? Donc un contrôle technique avec la réception et la restitution du véhicule, 45 minutes. C'est déjà arrivé en fait suivant si le véhicule est en très mauvais état et qu'on a beaucoup de défauts à vérifier, 1 heure on va dire. Hop, la partie soubassement est terminée. Donc toutes les fonctions ont été checkées en dessous en fait. Donc là j'ai plus qu'à faire la pression des pneus. Là, je vais choisir ton immatriculation pour pouvoir faire tout ce qui est bande suspension, freinage et ripage. Donc on passe la roue ici, c'est pour vérifier si le véhicule tire à gauche ou à droite. Quand on lâche le volant sur la route, on voit que le véhicule se déporte ou pas. Donc ça, c'est le ripage ou le parallélisme. S'il y a un fort ripage, elle va bouger beaucoup. Par exemple, si tu as -8, donc ton véhicule va se déporter de 8 mètres sur 1 km. Là, on peut aussi déceler s'il y a un jeu dans une rotule. Ensuite, on arrive sur la plaque de suspension. Ça va faire secouer le véhicule pour voir si les amortisseurs ont une bonne efficacité. Et il va aussi peser le véhicule. On va mettre nos roues dans les rouleaux et on va mesurer l'efficacité de freinage et voir s'il y a un problème de déséquilibre par rapport à la roue avant gauche ou la roue avant droite. Ça peut nous montrer un signe d'une fuite. On retranscrit dans cette machine-là comment se comporte le véhicule sur la route. S'il y a un souci, on peut le retrouver ici, sans danger. Tu vois tes valeurs, on a vu que tu avais une fuite d'amortisseur tout à l'heure. Ça, c'est l'efficacité de ton amortisseur avant gauche. Il a une fuite, mais il est en très bonne efficacité. 81%. À droite, pareil, tu vois, il a exactement la même chose. Donc, il y a 0 déséquilibre entre les deux. Mais par contre, ils ont une fuite. Donc, ça va se dégrader dans le temps. Je contrôle l'éclairage à l'aide de mes miroirs qui sont positionnés de chaque côté. Donc, les clignotants, les feux de croisement, les pleins phares. Il y en a un dans mon dos aussi également, que je vois dans mon rétroviseur. En marche arrière, donc je vérifie tout ce qui est derrière. Le lave-glace aussi. Le klaxon et je vais pouvoir attaquer le freinage. Donc là je vais sortir et je vais faire l'essieu arrière. Tes valeurs de suspension à l'arrière sont vraiment très bonnes aussi également. Et donc on va pouvoir passer au freinage arrière. Voilà, je vais tester le frein à main. Il doit avoir 18 minimum, 18%. Ce qui veut dire que dans une côte à 18%, il doit tenir. Donc là, tu vois, il est bon. Et on va pouvoir faire l'éclairage s'ils éclairent trop haut ou trop bas. Trop haut, ça va être en contre-visite parce qu'effectivement, ça peut éblouir les gens qui sont en face. Trop bas également en contre-visite parce que tu ne vas rien voir avec ton véhicule. Tous les matériels qu'on utilise sont contrôlés une fois tous les 6 mois. La dernière étape va être de contrôler la gestion du moteur. On va regarder si tu as des défauts dans le calculateur. On met le contact. Je prends juste l'OBD parce que je sais que j'ai pas de pollution à faire vu que tu as une fuite d'échappement. Donc là, je vais juste faire le contrôle du calculateur. Donc là, il va rechercher des protocoles, donc voir s'il y a des défauts dans le calculateur dessus. Des fois, il y a des gens qui règlent leur moteur. Ça peut jouer sur ce truc-là? Moi, je ne le verrai pas, sauf si le voyant moteur est allumé, ce qui arrive des fois que quand ils font des reprogrammations moteur, les voyants s'allument. Donc là, ce sera en contre-visite, mais généralement, on ne le voit pas. Ça ne changera rien au test du contrôle. Il me demande l'état du voyant, s'il est éteint, allumé ou clignotant. Éteint, ça passe au contrôle, donc il n'y a pas de contre-visite. Allumé ou clignotant, ça donne lieu à une contre-visite. Là, on voit qu'il n'y a pas le voyant moteur allumé. Donc c'est que tout va bien. Niveau gestion moteur, tout est bon. Là, j'ai terminé donc le contrôle. J'ai imprimé mon procès-verbal. C'est le document que la préfecture peut te demander si tu veux refaire ta carte grise, par exemple, dessus, et qui prouve aussi que tu as fait le contrôle technique. Une fois que j'ai fini le contrôle, donc toutes les mesures partent à l'OTC. La préfecture a ton contrôle technique, la gendarmerie sait que tu as passé le contrôle technique aussi. Ils ont toutes tes mesures, ils savent si ton véhicule est passé ou est en contre-visite. Sur ce procès-verbal là, tu retrouves les défauts du coup que j'ai noté, que j'ai découvert sur ton véhicule, plus les mesures. Il y a la date que tu ne dois pas dépasser pour la contre-visite, donc que tu retrouves ici, donc 28/06/2021. Nature du prochain contrôle, donc ce sera une contre-visite, parce que tu as des défaillances majeures. La défaillance majeure, ça donne lieu à une contre-visite à faire dans un délai de 2 mois. Surtout pas dépasser les 2 mois. Si tu dépasses les 2 mois, ton PV il sera bloqué, donc nous on ne pourra pas faire de contre-visite. Donc tu as un contrôle complet à refaire. Tu peux avoir sur un contrôle, là il n'y en a pas dans l'occurrence, tu n'as que des défaillances majeures, des défaillances mineures. Tu n'as pas d'obligation de réparer. C'est juste pour te signaler que tu as des défaillances sur ton véhicule. Mais tu as aussi un troisième point, c'est la défaillance critique. Il doit aller chez le garagiste tout de suite et réparer tout de suite. Là tu as une interdiction de circuler à partir de minuit le soir. Tu as quand même 2 mois pour faire les travaux
mais tu n'as pas le droit de circuler avec le véhicule parce que c'est des défaillances très graves pour les autres et pour toi-même. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, imaginons que vous passez le contrôle technique et que vous avez que quelques défauts mineurs. N'attendez pas pour les faire réparer. Parce qu'avec le temps, ils peuvent se transformer en défauts majeurs, voire critiques. Et ça risque de vous coûter bien plus cher qu'une simple réparation. Au-delà de l'argent, si on y réfléchit bien et avec un peu de bon sens, on comprend vite que c'est mieux d'avoir un véhicule bien entretenu sur la route qu'une ruine. C'est avant tout pour notre sécurité et puis accessoirement celle des autres. Non, je déconne. C'est pour notre sécurité et celle des autres. Si tu reviens la semaine prochaine, je vais contrôler la pollution. Ça se peut que la pollution soit pas bonne. Ça ne redécale pas de 2 mois. Il ne faudra surtout pas à nouveau dépasser la date que je t'avais dit au début, donc le 28 juin 2021. Alors tu peux aller dans n'importe quel centre en France, passer ta contre-visite si tu lui fournis bien le procès-verbal. Sans ce procès-verbal-là, il ne pourra pas faire la contre-visite. Il y a un petit timbre que je dois décoller sur le procès-verbal, c'est celui-là qui fait foi auprès des forces de l'ordre. C'est soumis à contre-visite jusqu'au 28/06/2021. La petite vignette que je dois aller mettre sur ton pare-brise. Après, le client, s'il veut l'enlever, il peut l'enlever, mais moi, je suis obligé de la mettre. Je mets une petite pochette, donc c'est terminé. Je vous rends les clés. Tu me vois maintenant? C'est vrai. Je te donne ça et j'ai plus qu'à aller mettre la vignette sur le pare-brise. Alors oui, c'est vrai, si tu as regardé ma dernière vidéo, tu te demandes pourquoi je n'ai pas fait la réparation de mon pot d'échappement et de mes amortisseurs avant le contrôle technique. Tout simplement parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement de pièces et qu'il fallait que je passe le contrôle avant le 27 avril 2021. Bon, là, en l'occurrence, je l'ai passé le 29 avril. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute. Pour info, si vous n'êtes pas en règle, c'est 135 € d'amende. Tout ça en partie parce qu'il y avait un bateau qui avait bloqué le canal de Suez. Pour info, ça c'est la deuxième pour info, votre assurance vous assure même si vous n'êtes pas en règle avec le contrôle technique. Bon, on va pas se cacher que si vous avez un accident et que vos freins défaillants sont mis en cause, il est fort possible que cette négligence que vous avez eue envers le contrôle technique se retourne contre vous. Michel est de retour, j'ai saisi ma carte grise, donc on va devoir refaire l'identification du véhicule. On est obligé de le faire à chaque contrôle, donc ça c'est obligatoire. Hop. On voit que les amortisseurs ils sont bien neufs, ils ont même changé les ressorts, dis donc. Non, on les a nettoyés. Ah bah dis donc, ils sont bien propres. Je vérifie la même chose que la première fois, c'est déjà arrivé que des pièces ne soient pas changées. Pareil l'autre côté, il est neuf aussi et il n'y a pas de fuite. Le ressort il est en place. C'est parfait, c'est tout bon. Ton échappement, on voit qu'il est bien neuf dessus. Et le tuyau d'échappement, pareil, en bon état. Là, tout va bien, on n'a plus que la pollution à faire. Hop, donc on va faire la pollution avec l'OBD. On est obligé de refaire ce point-là aussi également. On va mesurer l'opacité des fumées. Si tu n'as pas de fumée, normalement, ça ne pollue pas. Généralement, les fourgons comme ça, camping-car, ne polluent pas souvent. Limite pollution, toi, tu es donné pour 0,51. Normalement, tu la retrouves, tu vois ici, 0,51. Si tu dépasses, on devra refaire une contre-visite dans les 2 mois par rapport à ta date initiale. Dis-moi pas que Michel, qui a 4 ans... Normalement, ça devrait le faire. Donc ça, à brancher sur la prise diagnostique de ton véhicule. Hop. Donc il va regarder, chercher les protocoles et vérifier si tu as des défauts dans le calculateur. Il va me demander après si le voyant est allumé ou éteint. Tu n'as pas de défaut. C'est un bon début pour la pollution. Code erreur relevé, tu as 0 défaut dans ton véhicule. On va pouvoir commencer la pollution en insérant cette petite sonde d'opacité dans ton échappement qui se trouve ici. Hop. Je vais avoir 2 accélérations à faire. Si après il y a un petit peu de pollution, on en aura 3, 4, 5, 6 ou 7 maximum à faire dessus. Normalement le tien, 2 ça devrait suffire. Tu vas voir, on sera en dessous 0,10 je pense. Là ta première accélération elle est bonne. Si je refais la même, normalement ce sera bon. Véhicule conforme. Donc t'es bon pour la pollution. Donc là on a juste de la suspension à refaire. Donc je vais juste le configurer en mode suspension. Quand ça touche à la suspension, donc je suis quand même obligé de refaire l'arrière. Donc là la contre-visite est terminée, véhicule favorable. Donc c'est valide pour 2 ans. La première fois c'était marqué contrôle technique périodique. Donc là on s'aperçoit que tous les défauts que tu avais en contre-visite, donc les suspensions et ta pollution ne sont plus là. Donc on a aussi les valeurs donc, de suspension et de pollution qui se retrouvent sur le procès verbal. On enlève ton petit timbre du procès que je dois coller sur ta carte grise. C'est reparti jusqu'au 28/04/2023. Et on laisse toujours l'autre. Si tu veux vendre ton véhicule, tu seras obligé de donner la carte grise. Là, ils pourront voir qu'il y a déjà eu une contre-visite sur ton véhicule, mais qui a été validée aujourd'hui. Dernière opération, on change l'ancienne vignette que je t'ai mise pour 2 mois. Et là, ton contrôle est validé, c'est terminé. Merci Victor. Mais de rien, merci à toi, merci à Michel. Et puis bon voyage à toi.
Pour avoir passé beaucoup de temps avec la team Autosur, je peux vous dire que mon regard a bien changé sur le contrôle technique. En fait, je le vois plus comme une sanction ou une taxe. Je le vois plutôt comme un check-up de mon véhicule. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un commentaire, à poser une question juste sous cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Allez, à plus, salut, ciao. Donc on peut s'apercevoir que ton antenne est restée collée. Donc elle est restée bloquée.